Vous ouvrez les yeux avec lenteur. L'air est lourd, chargé d'une odeur épaisse de cire chaude, de cuir humide et de viande en train de refroidir. Pendant un bref instant, vous croyez encore être dans votre lit, dans votre monde, entouré de tout ce que vous connaissez. Mais très vite, les sons autour de vous trahissent la réalité. Un pas lourd résonne dans un couloir. Quelqu'un tousse au loin. Une voix grave donne un ordre. Des tissus frottent entre eux. Ce n'est pas votre époque. Vous êtes allongé sur un lit à baldaquin, immense, couvert de draps épais et de coussins lourds. Les rideaux autour de vous sont d'un rouge profond, presque sombre, brodés de fils dorés. Vous tentez de bouger, mais le matelas est si ramassé, si dense, qu'il vous semble enfermé dedans. Votre corps est enveloppé dans des vêtements étranges. Une chemise de nuit en lin rêche, froissée, qui gratte votre peau. Vous vous redressez doucement, et votre main touche la tête du lit. Le bois est froid, sculpté d'emblèmes, que vous ne reconnaissez pas tout de suite. Et puis votre regard se fixe sur l'un d'entre eux, une couronne stylisée, 2 lions dressés. Et sous l'un d'eux, gravé dans le bois, des initiales. HR. Vous sentez un frisson descendre le long de votre dos. Henricus Rex. Henri. Le roi Henri VIII. Votre cœur se met à battre plus vite. Vous vous le répétez mentalement, comme pour confirmer ce que vos yeux viennent de comprendre. Vous êtes dans la chambre d'un palais, dans les appartements du roi Henri VIII. Et quelque chose vous laisse croire que vous n'êtes pas simplement un invité. La porte s'ouvre sans prévenir. Un homme entre, vêtu d'une tunique sombre. Il vous observe avec méfiance. Son visage est fermé. Ses yeux scrutent chacun de vos gestes. Il ne parle pas tout de suite. Il attend que vous soyez bien réveillés. Puis enfin, il s'avance, se penche légèrement et murmure d'une voix tendue. Le roi est éveillé. Il vous attend. Il recule d'un pas et incline brièvement la tête, comme on le ferait devant quelqu'un d'important. Vous ne comprenez pas tout de suite la portée de ces mots. Et puis, lentement, elle s'impose. Il vous a appelé parce que vous êtes le médecin du roi. Une sensation étrange envahit votre poitrine. Un mélange de vertige, d'incrédulité et d'un malaise profond. Médecin du roi. Dans votre monde, ce serait un honneur. Ici, dans celui où vous vous trouvez, cela ressemble à une position posée sur une lame. Une place à la cour, oui. Une proximité avec le pouvoir. Mais aussi une charge immense. Un risque permanent. Car si le roi souffre, si le roi se sent mal, si le roi se met en colère, ce sera votre faute. Vous avancez jusqu'au bord du lit. Vos pieds touchent le sol. Le tapis est épais, lourd, mais si usé que vous sentez par endroits la pierre froide sous vos pas. Vous marchez vers un coffret posé près d'un fauteuil, à l'intérieur, des instruments médicaux. Du moins, des objets qui semblent en avoir le rôle. Des pinces grossières, des lames émoussées, des fioles d'herbe séchées. Un petit pot contenant ce qui ressemble à du sang séché. Une seringue? Non. Une cuillère en argent, un peu tordue. Une bassine tachée. Vous comprenez tout de suite que la médecine ici n'a rien de la vôtre. Rien de ce que vous connaissez. Ici, l'art de soigner n'est pas un savoir. C'est une lutte, une tentative, un pari. Vous entendez une voix au dehors. Une voix forte, avec une autorité évidente. Elle dit votre nom, ou plutôt, la façon dont les gens d'ici semblent prononcer le nom que vous êtes censé avoir. Vous sentez une pression monter dans votre tête. Vous inspirez profondément. Vous essayez de ralentir votre respiration, de garder votre calme. Comme un homme qui marche vers un destin qu'il ne peut refuser. Vous sortez de la chambre. Le couloir est vaste, illuminé par des torches fixées dans des supports en fer forgé. Le sol résonne sous vos pas. Les murs sont recouverts de tentures représentant des scènes de chasse, des batailles, des armoiries. Vous traversez cet espace comme dans un rêve, guidé par un domestique qui ne dit pas un mot. Tout autour de vous, des serviteurs s'inclinent légèrement en vous croisant. Certains vous observent avec respect, d'autres avec suspicion. Vous comprenez que votre rôle n'est pas neutre. Vous êtes celui à qui l'on confie la santé du roi, celui à qui l'on attribuera sa guérison ou sa déchéance. Arrivé devant une grande porte en bois sombre, le domestique s'arrête. Il se tourne vers vous, vous regarde droit dans les yeux, puis ouvre lentement l'imposant battant. Vous faites un pas dans la salle. Il règne une odeur étrange, mélange de chair, de métal, de parfum trop fort. Le silence pèse lourd. Et au fond de la pièce,
Assis sur une large chaise recouverte de velours, il est là. Henri VIII. Son visage est empâté, ses traits sont durs, ses yeux profondément marqués par la fatigue. Et la suspicion. Son corps semble trop lourd pour sa chaise. Il porte une tunique richement brodée, mais froissée, comme si elle avait été enfilée trop vite. Son regard se fixe sur vous, il ne parle pas. Il vous observe, et dans ce regard, vous sentez déjà la menace silencieuse. Pas celle d'une arme, pas celle d'un cri. Celle, beaucoup plus dangereuse, d'un homme habitué à décider du destin des autres d'un simple geste de la main. Vous avancez lentement. Chaque pas vous semble résonner dans la pièce comme un coup de marteau. Vous n'osez pas le regarder directement dans les yeux, pas encore, pas avant qu'il ne vous en donne la permission. Il inspire profondément, puis dit quelques mots. Une phrase courte. Son ton est sec. Vous ne comprenez pas tous les mots, mais l'intention est claire. Il souffre. Il veut que vous le guérissiez. Et si vous échouez, vous ne serez plus jamais appelé médecin. Vous comprenez alors que votre réveil dans ce monde n'était pas un hasard. Vous avez été placé au bord du pouvoir, mais dans une position où une seule erreur peut suffire à vous faire disparaître. Vous sentez votre gorge se serrer. Vous vous inclinez lentement, sans le quitter des yeux. Puis une pensée, douce et glacée à la fois, traverse votre esprit comme un souffle léger. Le privilège de soigner un roi est souvent le chemin le plus rapide vers votre perte. Vous avancez encore de quelques pas, jusqu'à sentir les yeux du roi braqués sur vous, comme des poids. Sa main repose sur l'accoudoir de la chaise, les doigts gonflés, rouges, parsemés de petites taches. Il vous regarde comme on regarde un outil qu'on n'est pas sûr de garder. Autour de lui, des courtisans se tiennent debout, légèrement en retrait. Ils gardent le silence, mais vous sentez leur regard glisser sur vous, peser sur chaque détail de vos gestes. Personne ne vous aide, personne ne vous explique quoi faire. Vous êtes seul devant Henri VIII. Il parle à nouveau. Sa voix est lourde, chargée d'agacement. Vous comprenez quelques mots. Il parle de douleur, de jambes, de nuits sans sommeil. Vous saisissez qu'il souffre depuis longtemps. Ce n'est pas une gêne passagère, c'est un mal profond qui le ronge, qui gâche ses journées, qui nourrit sa colère. On vous indique d'un geste sa jambe droite. Il bouge avec difficulté. Même ce petit mouvement lui arrache une grimace. On apporte un tabouret. Vous approchez doucement. Vous sentez l'odeur avant même de toucher quoi que ce soit. Une odeur épaisse, mêlée de chair, de sang séché, d'ongles en rance. Le roi pose sa jambe, lourde, sur le support. Ses chausses sont relevées. Vous découvrez un pansement épais, grossièrement maintenu par des bandes. Le tissu est taché. Vous voyez déjà au bord la marque de quelque chose qui suppure. Votre cœur se serre. Vous savez très bien que, dans votre monde, une telle blessure serait traitée avec d'autres moyens, d'autres outils, d'autres produits. Ici, vous n'avez rien de tout cela. Vous avez des linges, des herbes, des lames. Et la peur. Le roi vous regarde. Il ne dit rien, mais vous comprenez ce regard sans avoir besoin de mots. Faites quelque chose. Soulagez-moi. Prouvez que vous servez à quelque chose. Vous inspirez lentement. Vous demandez, d'un signe de tête et de main, qu'on enlève le bandage. Un serviteur s'avance, ses doigts tremblants. Il détache les liens, couche après couche. À mesure que le tissu se décolle, l'odeur devient plus forte, presque suffocante. La plaie se dévoile enfin. La peau autour est gonflée, rouge, tendue. Au centre, une ouverture. Une ulcération épaisse, profonde, où un liquide trouble s'est accumulé. Vous sentez un léger vertige. Vous savez que c'est sérieux. Vous savez aussi que vous n'avez pas le droit de le montrer. Vous gardez le visage le plus calme possible. Vous approchez votre main comme si vous aviez déjà fait cela 100 fois. Le roi ne vous quitte pas des yeux. Chaque seconde, vous sentez sa patience s'effriter. Vous touchez doucement la peau autour de la plaie. Elle est chaude. Trop chaude. Vous savez ce que cela signifie, même sans mots techniques. L'infection est là, elle est installée. Elle ne partira pas facilement. Vous imaginez les nuits sans sommeil, la douleur constante, le poids de ce corps lourd reposant sur une jambe malade. Vous comprenez d'une certaine façon pourquoi cet homme est devenu aussi dur, aussi instable. La souffrance ronge plus que la chair. Vous faites un signe à un serviteur pour qu'on apporte de l'eau chaude. On vous apporte plutôt une bassine tiède, pas vraiment propre.
Vous demandez des linges, des herbes, ce que vous pouvez. Ici, il n'y a pas de désinfectant, pas de pommade moderne. Mais il y a des infusions que les apothicaires considèrent comme purifiantes, des mélanges d'ail, de miel, de vin, de plantes diverses. Vous devez faire semblant d'être sûr de ce que vous faites. La moindre hésitation pourrait être vue comme la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous commencez par nettoyer doucement la plaie avec un linge imbibé. Le roi serre les dents. Son visage se crispe. Vous entendez un grognement, profond, animal. Les courtisans retiennent leur souffle. Vous ne parlez pas. Vous travaillez lentement, sans geste brusque. Vous sentez le poids du silence derrière vous. Chaque fois que le roi grimace, vous imaginez votre tête se détacher de vos épaules. Et pourtant, vous continuez. Vous n'avez pas le choix. Une goutte de sueur coule le long de votre tempe. Vous la sentez descendre jusqu'à votre cou. Votre main, pourtant, reste stable. Vous nettoyez, vous pressez légèrement, vous laissez le pus s'écouler. Vous savez que cela doit être fait. Vous savez que le soulagement passe par là, la douleur aussi. Vous proposez, par geste, une légère incision pour laisser sortir encore plus de liquide. Le roi vous fixe, les sourcils froncés. Vous sentez qu'il essaie de deviner si vous êtes sûr de vous. Vous hochez simplement la tête, comme si tout cela était banal. On vous donne une petite lame. Elle n'est pas très coupante. Vous priez silencieusement pour qu'elle suffise. Vous posez la pointe près de la zone la plus gonflée. Vous respirez profondément. Puis, vous incisez. Le roi pousse un cri étouffé. Sa main se resserre sur le bras de sa chaise. La plaie s'ouvre un peu plus. Du liquide épais, jaunâtre, s'en échappe. Il coule dans la bassine, se mélangeant à l'eau trouble. L'odeur devient presque insupportable. Vous travaillez vite, mais sans précipitation. Vous pressez doucement. Vous laissez ce qui doit sortir. Vous nettoyez. Vous posez ensuite des herbes que l'apothicaire vous a présentées comme apaisantes. Dans votre monde, vous n'auriez pas osé. Ici, c'est tout ce que vous avez. Vous refaites un pansement plus propre, plus serré. Vous terminez, enfin. Vous reculez d'un pas. Le roi respire fort. Il transpire. On lui tend un linge pour essuyer son front. Il vous regarde encore, mais son regard a changé. Il est toujours dur, toujours chargé de méfiance, mais vous y voyez autre chose. Un léger fil d'apaisement. La douleur a reculé, même si ce n'est que pour un moment. Et ce moment-là, c'est vous qui l'avez créé. Il dit quelques mots, plus bas. Le serviteur à ses côtés hoche la tête, puis se tourne vers vous. Il vous annonce que Sa Majesté veut vous revoir le soir même, qu'il veut que vous surveilliez sa jambe, qu'il veut savoir si vous êtes vraiment capable de le soulager. Vous inclinez la tête. Vous sentez vos jambes un peu faibles, mais vous faites en sorte que personne ne s'en rende compte. En sortant de la salle, vous croisez plusieurs regards. Certains sont froids, d'autres semblent impressionnés, d'autres encore sont simplement curieux. Vous comprenez que ce que vous venez de faire ne sera pas oublié. Vous avez touché le corps du roi. Vous avez vu sa faiblesse. Cela vous donne un certain pouvoir, mais vous place aussi dans une zone très dangereuse. Vous savez maintenant quelque chose que beaucoup n'ont jamais vu de leurs yeux. Et dans ce monde, savoir est parfois le début de la chute. Un homme vous attend dans le couloir. Il est bien habillé, mais pas autant que les courtisans. Ses yeux sont vifs, son expression difficile à lire. Il se présente comme un des conseillers du roi. Il parle calmement, mais chaque mot semble peser. Il vous explique, sans trop de détails, que la santé du roi est une affaire d'État, que beaucoup d'yeux sont tournés vers vous désormais, que certains espèrent que vous réussirez, que d'autres, au contraire, seraient très satisfaits de vous voir échouer. Vous marchez à ses côtés. Il vous parle des autres médecins qui ont servi avant vous. Certains ont quitté la cour simplement. D'autres ont disparu sans qu'on en parle vraiment. On raconte, dit-il, que lorsque la douleur du roi devient trop grande, sa patience, elle, devient très petite. Et que celui qui se trouve alors près de lui a intérêt à savoir ce qu'il fait. Ou à prier. Vous écoutez en silence. Chaque phrase alourdit un peu plus l'air autour de vous. Vous comprenez que votre vie, ici, ne dépendra pas seulement de vos soins, mais aussi de votre capacité à naviguer dans ce monde de sourires masqués et de poignards cachés. Vous n'êtes pas seulement un médecin, vous êtes au milieu d'un jeu où chacun essaie de protéger sa place, ses secrets, sa tête.
On vous conduit ensuite dans une petite pièce qui vous est réservée. Une sorte de cabinet, avec une table, une chaise, quelques étagères, des fioles, des sacs de plantes, des bandages, 2 ou 3 livres écrits dans un latin ancien. C'est là que vous êtes censé réfléchir, préparer vos remèdes, noter vos observations. C'est là aussi, vous le sentez, que vos décisions pourraient décider de votre avenir. Vous vous asseyez. Vous passez la main sur la surface de la table. Le bois est usé. Vous imaginez tous ceux qui se sont assis ici avant vous. Tous ceux qui ont pensé, eux aussi, qu'ils pourraient aider ce roi. Tous ceux qui peut-être ont eu leur nom effacé de l'histoire. Vous inspirez profondément. Vous repensez à sa jambe, à son regard, à la douleur inscrite dans ses traits. Vous repensez à la cour silencieuse, aux murmures, aux chuchotements retenus. Puis vous vous dites, presque à voix basse, comme si vous vous parliez à vous-même. Vous avez voulu voir de près ce qu'est la vie auprès d'un roi. Vous venez de poser un pied sur un fil tendu au-dessus du vide. Et à partir de maintenant, chaque pas devra être choisi avec soin. Vous restez un moment assis, dans la petite pièce, en silence. Le bruit de la cour s'éloigne peu à peu, remplacé par celui de votre respiration et du bois qui craque sous les changements de température. Vous posez votre main sur le livre en tête de pile. Sa couverture est terne, son cuir craquelé, sa reliure épaisse. Quand vous l'ouvrez, vous découvrez des pages jaunies, remplies d'écritures serrées, dans une langue que vous reconnaissez comme du latin ancien. Vous parvenez à en comprendre certains mots, mais très vite, vous réalisez que les descriptions sont vagues, parfois même contradictoires. On parle de mouvement des étoiles, de saignées, d'équilibre des humeurs, de fièvre due à l'air, de douleurs liées aux astres, d'organes associés à des éléments. Vous refermez le livre doucement. Il ne vous aide pas. Il vous rappelle surtout à quel point, ici, il manque tout ce qui est essentiel à votre compréhension du corps. Vous attrapez une petite fiole posée sur l'étagère. À l'intérieur, un liquide sombre, probablement un mélange de vin et de plantes. Un mot est inscrit sur un morceau de papier attaché au flacon. On y parle de purifier le sang. Vous reposez la fiole. Ce monde pense que la maladie est un déséquilibre, que la guérison vient du vide qu'on crée. On enlève plus qu'on ne soigne. On ouvre les veines, on fait couler le sang, en espérant que le mal partira avec lui. Vous sentez un malaise vous traverser. Vous connaissez l'horreur de ces méthodes. Vous savez que beaucoup meurent de faiblesse, non de maladie. Ici, on ne traite pas la source. On attaque le corps, comme si la souffrance pouvait chasser la souffrance. Vous vous levez, lentement, et observez les objets autour de vous. Un pot rempli de sang séché, utilisé comme base de certaines préparations. Une boîte contenant des insectes morts, sans doute écrasés dans certaines recettes. Des sachets de poudre d'os, probablement de bétail ou de gibier. Des racines séchées. Des étoffes imprégnées de bile animale. Vous comprenez rapidement que la médecine ici est un mélange d'expériences empiriques, de croyances anciennes et de tentatives désespérées. On ne cherche pas à comprendre comment fonctionne le corps. On essaye seulement d'imiter ce qui a semblé marcher un jour, même si cela a tué d'autres. Vous passez la main sur votre front, il est chaud. Peut-être est-ce la fatigue, le choc, la peur. Vous réalisez que dans cet environnement, vous allez devoir composer avec des outils presque inutiles, des pratiques dangereuses et des attentes impossibles. Soigner un simple villageois serait difficile. Soigner un roi relève presque du miracle. On frappe à la porte. Vous sursautez légèrement. Un jeune serviteur entre timidement, les yeux baissés. Il tient un plateau avec un bol de bouillon et un morceau de pain. Il vous le tend sans un mot. Son regard glisse brièvement vers les fioles sur l'étagère, puis vers vous. Il semble inquiet. Vous comprenez que beaucoup ici ont vu des médecins échouer. Certains ont peut-être même vu des punitions. Il s'incline légèrement et s'en va. Vous restez seul avec ce repas frugal. Vous prenez le bol. Le bouillon est tiède, presque sans goût. Le pain est dur, mais vous mangez lentement, conscient que vous aurez besoin de toutes vos forces. Le temps passe. Vous préparez des compresses propres, vous notez mentalement ce que vous avez observé sur la jambe du roi. Vous réfléchissez à ce que vous pourrez faire ce soir lorsqu'on vous demandera de revenir. Le risque d'infection est élevé. Sans antibiotiques, sans antiseptiques, sans matériel stérile. Chaque geste est un pari.
Vous vous demandez si, en faisant trop, vous pourriez aggraver la douleur. Si, en faisant trop peu, vous pourriez être considéré comme inutile. Dans les deux cas, il n'y a pas de marge. Vous sortez finalement de la pièce pour observer discrètement le palais. Vous marchez dans les couloirs, notant les gestes des serviteurs, la manière dont ils s'écartent à l'approche d'un dignitaire. Vous apercevez au loin un groupe de courtisans réunis autour d'un homme que vous reconnaissez comme l'un des conseillers du roi. Il parle bas, surveille les alentours. Vous comprenez que tout ce qui touche à la santé du roi est sujet de discussion, d'inquiétude, parfois de complot. En avançant dans un couloir plus étroit, vous croisez un homme âgé, vêtu d'un manteau simple mais de qualité. Il vous regarde longuement, puis s'arrête. Il vous dit quelques mots dans un français ancien que vous comprenez presque entièrement. Le roi n'a confiance en personne, pas même en ceux qui lui jurent fidélité. Il a vu trop de trahisons. L'homme marque une pause, puis ajoute « Soignez-le, mais surtout, ne lui donnez jamais l'impression de douter. La moindre hésitation lui rappelle sa faiblesse. Et alors, il se retournera contre vous. » Il s'éloigne, vous laissant avec ce conseil qui ressemble davantage à une menace voilée. Vous continuez à marcher. Vous arrivez devant une petite fenêtre ouvrant sur les jardins intérieurs. Le soleil commence à décliner. Le ciel prend une teinte orangée. Vous observez le mouvement des feuilles, le vent léger qui traverse les arbres. C'est le seul moment où le silence ne semble pas menaçant. Vous vous dites que dans ce monde, même la nature paraît plus brutale. Le temps n'apporte pas la guérison, il attend. Et parfois, il frappe. Un serviteur vient à vous. Il baisse la tête et vous annonce que le roi désire vous voir avant le repas du soir. Vous acquiescez. Votre cœur s'accélère à nouveau. Tout en le suivant, vous vous répétez intérieurement que vous ne devez pas montrer la moindre hésitation. Quand vous entrez dans la salle, Henri VIII est assis, cette fois plus droit, comme s'il refusait de paraître diminué devant vous. Il tient une coupe dans laquelle vous imaginez du vin, peut-être mêlé d'épices ou de sucre. Il vous fixe. Son regard ne semble pas apaisé. Il semble calculateur. Il vous demande, d'une voix lente, ce que vous comptez faire ce soir pour sa jambe. Vous ne pouvez pas expliquer avec des termes modernes. Vous ne pouvez pas lui parler d'infection ou de bactéries. Vous devez parler comme les médecins de son temps, tout en agissant comme ceux du vôtre. Alors vous dites que la chaleur a pénétré trop profondément, qu'un excès d'humeur trouble s'est installé, que pour que le corps retrouve son équilibre, il faudra peut-être renouveler le bandage, utiliser une décoction d'herbe à appliquer en compresse, laisser le sang s'apaiser. Le roi écoute sans interrompre. Vous gardez un ton mesuré. Vous terminez en disant que vous resterez proche de lui jusqu'à ce que le mal recule. Vous ne promettez pas la guérison. Vous promettez la présence. Le roi hoche lentement la tête. Il ne sourit pas. Mais il ne se détourne pas non plus. Il dit simplement qu'il veut dormir sans douleur. Vous sentez que cette phrase n'est pas un désir, c'est un ordre. Vous vous inclinez une dernière fois et sortez. En regagnant votre pièce, vous sentez une fatigue profonde vous traverser. Une fatigue plus mentale que physique. Vous n'êtes pas seulement médecin, vous êtes devenu le gardien d'un équilibre fragile, entre la douleur du roi et votre propre survie. Et dans ce silence, une question vous frappe soudain, simple mais terrifiante. Dans un monde où la médecine est un combat contre l'inconnu, que fera-t-il de vous? Si le remède ne vient pas, la nuit tombe sur le palais, lentement, comme une ombre étendue sur les pierres. Le silence s'installe entre les murs, interrompu seulement par quelques pas feutrés ou le grincement lointain d'une porte refermée. Vous êtes dans votre petite chambre, assis près d'une lampe à huile. La flamme vacille doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Vous prenez quelques notes mentales sur l'état du roi, mais vous savez très bien que tout ce que vous écrivez ne sera utile que si vous survivez à votre prochaine visite. On frappe doucement à la porte. C'est un serviteur. Il vous informe que le roi veut vous voir dans ses quartiers privés avant de s'allonger. Vous sentez une tension dans votre ventre. Vous vous levez, inspirez profondément, puis suivez l'homme à travers les couloirs sombres du palais. À chaque tournant, une torche brûle dans son support, dégageant une odeur de suif. Le silence est presque religieux. Lorsque vous arrivez devant la chambre du roi, 2 gardes se tiennent de part et d'autre de la porte. Ils vous observent sans dire un mot. Le serviteur frappe 2 fois, puis pousse doucement le battant. Vous entrez. La pièce est plus intime que la salle du trône,
mais elle impose tout autant. De lourds rideaux recouvrent les murs. Une cheminée crépite lentement, apportant une chaleur lourde, presque étouffante. Le roi est assis près du feu, dans une grande chaise. Il tient une coupe entre ses doigts, mais vous remarquez qu'il ne boit pas. Ses yeux sont fixés sur les flammes. Il ne tourne pas immédiatement la tête vers vous. Pendant un instant, vous avez l'impression qu'il vous ignore. Puis, finalement, il parle d'une voix lente. Il ne vous pose pas une question. Il fait une constatation. Il dit qu'il a mal depuis des années. Il dit qu'il a consulté de nombreux médecins, chacun promettant d'apporter un soulagement. Certains ont essayé des techniques trop brutales. D'autres n'ont fait que répéter des gestes appris sans comprendre. Il dit qu'il est fatigué. Puis il se tourne enfin vers vous. Son regard est plus grave que la première fois. Il semble moins irrité, mais plus lourd. Il vous demande si vous comprenez ce que cela signifie de porter la douleur d'un roi. Il vous demande si vous avez déjà vu un homme perdre patience, non pas à cause de sa colère, mais à cause de sa souffrance. Vous sentez chaque mot s'enfoncer en vous comme une lame. Vous avancez lentement, sans brusquerie. Vous prenez une chaise près de lui, sur son invitation. Vous gardez une distance respectueuse. Il pose sa coupe, puis soulève légèrement sa tunique pour vous montrer des plaques rouges sur sa peau. Vous observez discrètement. Il ne s'agit pas seulement d'une plaie à la jambe. Le roi souffre de multiples troubles, inflammations, infections répétées, problèmes de poids, peut-être même problèmes articulaires. Vous le regardez, mais seulement après avoir observé le nécessaire. Il ne veut pas qu'on le plaigne. Il veut qu'on comprenne. Il vous raconte un souvenir. Une bataille ancienne, des années en arrière, lorsqu'il était encore jeune, fort, admiré. Il se souvenait de l'époque où il montait à cheval sans effort, où il pouvait danser toute une nuit, où ses vêtements épousaient une silhouette athlétique. Il marque une pause. Il vous regarde longuement. L'homme qu'il était n'existe plus. Celui qu'il est devenu porte une image qu'il ne supporte pas. Il ne le dit pas. Mais vous le comprenez dans ses yeux. Vous sentez qu'il ne parle pas seulement à son médecin. Il parle à quelqu'un qui, selon lui, ne connaît pas encore la politique du palais. Quelqu'un qui ne l'a pas encore trahi. Son ton change. Il dit que ses douleurs ne sont pas seulement physiques. Il dit que ses ennemis se multiplient, même parmi ceux qui portent son blason. Il dit que chaque souffle pour lui doit être juste, puissant, sans faiblesse. Car s'il montre sa douleur, il montre une brèche. Vous écoutez sans parler. Vous savez que dans cet instant précis, c'est votre silence qui vous protège. Après un moment, il vous demande d'approcher. Il vous tend sa main. Elle est lourde, chaude, légèrement tremblante. Vous prenez son poignet avec précaution. Vous remarquez une cicatrice ancienne, peut-être liée à une infection passée. Vous sentez son pouls lent, irrégulier. Il vous observe. Vous hochez doucement la tête. Vous ne dites pas qu'il est en danger. Vous ne dites pas que sa blessure peut s'aggraver. Vous dites simplement que vous allez rester attentif, que vous surveillerez son état, que vous ferez ce qui est nécessaire. Il semble accepter cette réponse. Puis il vous pose une question, très simple. Est-ce que je vais guérir ? Le temps semble se figer. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas non plus dévoiler la vérité entière. Vous prenez un léger recul, puis vous dites, d'une voix calme, que vous ne savez pas encore, mais que vous ferez tout pour qu'il souffre moins. Ce n'est pas une promesse, c'est une position. Le roi vous fixe, puis ferme les yeux un instant. Il ne dit plus rien. Un silence s'installe. Lorsqu'il ouvre les yeux, il ne vous regarde plus comme un simple soigneur. Il vous regarde comme un homme à qui il confie un morceau de sa peur. Pas toute sa confiance, non, mais assez pour que vous puissiez encore tenir debout devant lui. Il fait signe à un serviteur. On vous apporte un petit coffret, vous l'ouvrez. À l'intérieur, quelques fioles rares, des onguents plus précieux, des produits venant de contrées lointaines. Ils ne sont pas accessibles aux médecins ordinaires. Ce sont des réserves royales, confiées seulement à ceux qui l'estiment nécessaire. Vous comprenez que cela n'est pas un cadeau, c'est un test. Vous vous inclinez doucement, vous rangez le coffret, puis, avant de partir, le roi vous dit une phrase que vous ne oublierez jamais. Tout homme qui touche à ma chair touche à mon destin, et tout destin que je juge indigne, je le coupe. Il ne hausse pas la voix, il ne menace pas directement, il constate. Vous comprenez que ce monde ne pardonne pas l'erreur, surtout dans cette pièce. Vous quittez ces appartements avec le coffret dans les mains, le cœur serré.
Les couloirs semblent plus longs que quelques minutes plus tôt. Une torche s'éteint sur votre passage. Vous avancez sans vous retourner. Vous savez que ce soir, c'est vous qui avez vu la part la plus vulnérable du roi. À partir de maintenant, vous serez observé à chaque pas. En regagnant votre petite pièce, vous refermez la porte lentement. Vous posez le coffret sur la table. Vous vous laissez tomber sur votre chaise, épuisé. La flamme de la lampe vacille. Vos mains tremblent légèrement. Vous vous demandez si vous êtes capable d'endurer cela, si vous pourrez tenir. Vous réalisez soudain que vous n'avez pas peur de la maladie du roi, mais de ce que sa douleur peut faire de lui. Et une pensée vous traverse, douce comme un murmure, glacée comme une lame. Ce n'est pas la blessure qui vous mettra en danger, c'est la colère d'un homme, que personne n'ose soigner autrement que par la peur. La nuit passe sans que vous trouviez réellement le sommeil. Vous restez allongé sur le matelas dur, les yeux ouverts, écoutant le faible craquement du bois dans le silence du palais. À chaque fois que vos paupières se ferment, vous revoyez le visage du roi. Pas sa colère, pas son autorité, mais cette expression furtive, à peine visible, quand son regard s'est perdu vers les flammes. Une expression de fatigue, presque de lassitude. Et c'est cela, plus encore que ses paroles, qui vous empêche de dormir. Vous avez compris qu'un roi puissant peut être vulnérable. Et que cette vulnérabilité, dans un monde comme celui-ci, est plus dangereuse encore que la force. Au petit matin, vous vous levez, l'esprit embrumé. Vous vous versez un peu d'eau dans une bassine pour vous rafraîchir le visage. Le liquide est froid, presque glacé. Il réveille brutalement vos pensées. Vous regardez votre reflet dans le métal poli. Vos traits semblent plus tirés qu'hier, comme si une partie de ce monde avait déjà commencé à se déposer sur vous, couche après couche. Vous inspirez profondément. Ce jour sera difficile. Vous le sentez déjà. On frappe doucement à la porte. Vous ouvrez. Un serviteur jeune vous attend. Il a l'air nerveux. Il baisse les yeux avant de parler. Le roi veut vous voir plus tôt que prévu. Une phrase vous traverse immédiatement l'esprit. Il a mal. Vous ne posez aucune question. Vous prenez vos instruments, vous rangez le coffret reçu la veille, puis vous le suivez. En traversant le palais, vous remarquez des mouvements inhabituels. Certains hommes discutent à voix basse dans un couloir sombre. Deux femmes croisent votre regard puis le détournent rapidement, comme si votre présence rappelait quelque chose qu'elles préfèrent oublier. Vous entendez des mots isolés, tension, débat, mariage, succession. Les murs du palais semblent chuchoter des secrets. Vous comprenez que la douleur du roi ne concerne pas seulement son corps. Elle affecte tout ce cercle de pouvoir, cette structure fragile, faite d'obéissance et de crainte. Quand vous entrez dans la chambre royale, l'atmosphère est différente de la veille. La lumière est plus crue, les rideaux ont été ouverts. Henri VIII est assis dans un fauteuil, plus raide que la veille, comme s'il refusait de laisser son corps trahir la douleur. À ses côtés, deux conseillers. Vous sentez leur regard peser sur vous avant même qu'ils ne parlent. Le roi tourne lentement la tête vers vous. Son expression est fermée. Il ne dit pas bonjour, il dit seulement « faites ». Vous vous approchez, avec la même précaution que la veille. Vous découvrez rapidement que la nuit n'a pas été bonne. Le bandage est humide, la plaie encore chaude. Le roi se crispe lorsque vous commencez à le retirer. Vous travaillez avec douceur. Vous sentez son souffle ralentir légèrement, signe que vos gestes sont acceptables. Un silence lourd s'installe dans la pièce. Les conseillers observent. L'un d'eux s'approche et demande d'un ton qui n'a rien d'aimable si l'état du roi s'aggrave. Vous ne répondez pas immédiatement. Vous savez que dire « oui » pourrait provoquer une réaction violente. Vous savez aussi que mentir pourrait vous condamner plus tard. Alors, calmement, vous dites « la douleur est forte ce matin. Il faut continuer le soin. La chaleur doit se relâcher. » Aucun mot sur la gravité, aucun mot sur le risque. Juste ce qu'il faut. Le conseiller ne semble pas convaincu. Il vous fixe un instant, comme s'il essayait de percer un secret dans vos yeux. Puis il recule sans rien ajouter. Vous sentez que ces hommes ne vous évaluent pas seulement comme médecin, mais comme pièce dans un jeu. Et dans ce jeu, la santé du roi n'est pas seulement un enjeu médical. Elle est un moteur politique. Après un moment, le roi demande à rester seul avec vous. Les conseillers hésitent, mais ils obéissent. Lorsqu'il quitte la pièce, Henri VIII vous regarde longuement. Sa voix est plus basse que la veille.
Il vous demande si vous avez déjà eu à soigner un homme auquel tout le monde obéit, mais qui, lui, doit obéir à sa douleur. Vous ne répondez pas. Ce n'est pas une question, c'est un aveu. Il est prisonnier de son propre corps. Vous lui appliquez une nouvelle compresse, moins agressive. Vous sentez son corps s'apaiser un instant. Puis, sans prévenir, il pose sa main sur votre bras. Son regard est soudain plus direct. Il ne parle pas du soin, il parle de loyauté. Il vous dit que la cour est pleine de sourires qui cachent des lames, que ceux qui lui jurent de fidélité un jour peuvent signer sa perte le lendemain. Il vous demande si vous comprenez ce que cela signifie d'être proche de lui. Vous acquiescez lentement, il insiste. « Soigner ma chair, c'est toucher à mon pouvoir. Et ceux qui touchent à mon pouvoir sont observés. » Vous sentez la gravité de ces mots. Il ne vous menace pas, il vous prévient. Puis son visage change à nouveau. Il semble épuisé. Il vous demande si vous reviendrez ce soir. Vous hochez la tête. Sa main se détache de votre bras. Il ferme les yeux. Vous vous retirez sans bruit. En traversant le couloir, vous sentez votre rythme cardiaque ralentir. Puis une pensée vous frappe, d'une clarté saisissante. Votre rôle n'est pas simplement de calmer une douleur physique. Il est de tenir en équilibre la vie d'un homme et avec elle, le destin d'un royaume. Votre survie dépendra de votre capacité à apaiser un corps malade, sans éveiller la méfiance d'un esprit tourmenté. Vous regagnez votre petite pièce et refermez la porte. Le silence vous enveloppe à nouveau. Vous vous asseyez. Vous observez vos mains. Elles tremblent légèrement. Et vous réalisez que depuis votre arrivée, un nouveau danger s'est lentement installé dans votre esprit. Ce n'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Car si vous apaisez sa douleur, il pourrait attendre de vous bien plus que ce que vous êtes prêt à offrir. Depuis votre retour dans votre petite pièce, le silence n'a cessé de vous suivre comme une ombre. Et pourtant, vous ressentez dans ce silence une agitation souterraine, presque palpable. Vous avez à peine eu le temps de fermer les yeux quelques minutes que quelqu'un frappe à votre porte. 3 coups discrets. Vous ouvrez. Un homme entre, sans attendre d'y être invité. Il n'est pas vêtu comme un serviteur. Son manteau est bien taillé, son regard vif, son visage marqué par l'expérience. Il ne se présente pas, comme s'il estimait que son nom n'avait pas d'importance. Il vous dit seulement qu'il est au service des intérêts du royaume. Puis, sans un mot de plus, il s'assoit. Il ne parle pas de la santé du roi, il évoque ceux qui observent, ceux qui attendent une faiblesse, une faute, un geste mal interprété. Il vous prévient que votre rôle à la cour n'est pas seulement médical. Vous êtes désormais une source d'information. Vous avez accès à la vulnérabilité du roi. Cela fait de vous un homme que certains jugeront utile et que d'autres jugeront dangereux. Vous sentez votre respiration ralentir. Vous comprenez que l'intrusion soudaine de cet homme dans votre chambre n'a qu'un but. Testez votre réaction. Vous ne montrez ni surprise ni colère. Vous gardez le calme qui vous reste. L'homme vous observe un instant, puis ajoute, d'un ton presque neutre, « Ici, ce qui fait survivre un homme, ce n'est pas sa compétence. C'est son silence. » Il se lève, se dirige vers la porte. Avant de sortir, il se tourne une dernière fois vers vous et dit « Certains espèrent que vous soulagerez le roi. D'autres espèrent que vous échouerez. Il vous appartiendra de décider à qui vous donnez raison. » Puis, il disparaît dans le couloir, sans bruit. Vous restez immobile quelques secondes. Ce qu'il vient de dire résonne dans votre esprit. Ce n'est pas seulement le roi que vous devez soigner. C'est tout un équilibre de forces tendues, de tensions invisibles. Ici, chaque mot prononcé, chaque geste, peut être interprété comme une prise de position. Et parfois, choisir de ne rien dire est la seule façon de rester vivant. Plus tard dans la journée, vous vous rendez dans les jardins intérieurs, cherchant un peu d'air loin des murmures des couloirs. Le vent est frais, les arbres immobiles. L'endroit semble paisible, mais vous savez que même ici, les regards se posent sur vous. Vous marchez doucement le long d'une allée de pierre. Vous croisez un courtisan d'âge moyen, vêtu de soie, accompagné de 2 autres hommes. Tous 3 vous observent, puis échangent quelques mots très bas. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent, mais vous comprenez immédiatement que leur conversation parle de vous. Vous continuez d'avancer, ne montrant aucune réaction. Vous savez qu'ici,
La moindre réponse à une provocation peut devenir une arme entre les mains de ceux qui attendent votre chute. Vous sentez cependant le poids des regards. Vous vous dites que vous n'êtes pas seulement médecin du roi. Vous êtes devenu, malgré vous, un objet de calcul. Un homme dont la présence peut influencer les prochains jours. En regagnant le palais, vous croisez une femme à la posture assurée. Son visage est élégant, mais son regard glacial. Elle vous arrête d'un geste subtil, presque imperceptible pour ceux qui passent. Elle ne donne pas son nom. Elle vous demande simplement si la douleur du roi s'est apaisée. Vous hésitez un instant, puis répondez avec prudence. La douleur fluctue, je veille. Elle vous fixe intensément. Elle répond que la stabilité du roi est essentielle à la stabilité du royaume. Elle précise ensuite, d'un ton si calme qu'il en devient glaçant. Si vous retardez sa souffrance, vous retardez la nôtre. Puis, elle tourne les talons. Vous comprenez à cet instant que chacun ici voit dans la santé du roi sa propre sécurité, sa propre chance, son intérêt. L'homme que vous soignez est un souverain, mais aussi une porte verrouillée pour certains, une opportunité pour d'autres. Et vous êtes celui qui détient la clé. Plus tard encore, dans un couloir plus étroit, un jeune page s'approche discrètement. Il vous tend une lettre soigneusement pliée, puis se retire aussitôt. La lettre ne porte aucun sceau. Vous l'ouvrez. Quelques mots écrits d'une main ferme. Celui qui parle trop tôt tombe trop vite. Celui qui parle trop tard tombe plus bas encore. Soignez bien. Ne choisissez pas votre camp trop vite. Vous relisez plusieurs fois la phrase. Vous ne savez pas qui l'a écrite. Mais son sens est clair. Ici, on ne vous demande pas de guérir le roi. On vous demande d'être prudent. En fin de journée, alors que vous retournez dans votre cabinet pour préparer les sachets d'herbes destinés au roi, vous entendez deux hommes discuter derrière la porte. Vous ne bougez pas. Leurs voix sont basses, mais vous distinguez certaines paroles. Ils évoquent la possibilité que le roi refuse de rester alité, que sa jambe ne guérisse pas assez vite, que son humeur se détériore. Ils prononcent votre nom. L'un d'eux dit que si la situation s'aggrave, vous serez le premier à en payer le prix. Vous attendez qu'ils partent avant d'entrer. Une fois seul, vous préparez les traitements sans trembler. Vous savez que la peur peut vous conduire à l'erreur. Et une erreur, ici, peut suffire à vous faire disparaître. À ce moment-là, une question simple vous traverse l'esprit. Ces gens parlent-ils vraiment de la santé du roi ou de la leur? Vous comprenez alors que le danger ne vient pas seulement de la maladie, ni du roi lui-même. Il vient de tous ceux qui tournent autour de lui, attendant que la douleur se transforme en déséquilibre. Et si ce déséquilibre se produit, chacun cherchera quelqu'un à accuser. Vous posez une dernière fiole sur la table. Vous inspirez profondément. Vous vous dites doucement, comme pour trouver la force de continuer. Ici, soigner n'est pas un acte de compassion. C'est un acte de survie. Et ce soir, quand vous retournerez auprès du roi, ce ne sera pas seulement pour soulager son corps. Ce sera pour rester en vie dans un monde où le silence pèse plus lourd que les mots, et où la moindre faiblesse peut devenir votre dernier souffle. La nuit est tombée depuis longtemps lorsque vous retournez une nouvelle fois dans les appartements du roi, comme convenu. Le couloir menant à sa chambre est silencieux. Les torches éclairent à peine les murs, projetant des ombres instables comme si elles cherchaient à vous suivre. Vous sentez la fatigue peser sur vos épaules, mais vous savez que vous ne pouvez pas la montrer. Chaque pas résonne en vous, comme un rappel de votre position. Près du pouvoir, mais toujours au bord de la chute. Lorsque vous entrez dans la pièce, le roi est allongé sur son lit, soutenu par plusieurs coussins. Son visage semble plus marqué encore que la veille. Vous vous approchez doucement, comme on s'approche d'un animal blessé, dont la réaction peut être imprévisible. Il ouvre les yeux et vous regarde quelques instants. Il ne parle pas tout de suite. Vous sentez qu'il observe la manière dont vous respirez, la façon dont vous tenez vos instruments. Il cherche à deviner si vous avez peur. Vous retirez le bandage, avec précaution. La plaie semble légèrement moins enflammée que le matin. Vous sentez un léger soulagement, mais vous ne le montrez pas. Le roi vous regarde travailler. Puis, sans que vous vous y attendiez, il vous demande « Est-ce que vous savez ce que signifie être responsable de la chair d'un roi ?» Sa question résonne étrangement. Vous ne répondez pas immédiatement. Vous sentez qu'il attend plus qu'une phrase médicale. Vous dites simplement « Cela signifie veiller à ce que la douleur ne devienne pas ce qui décide à votre place. » Il vous observe longuement.
Il ne répond rien, mais son regard vous indique qu'il a entendu. Une fois le soin terminé, vous vous apprêtez à vous retirer, mais il vous retient d'un geste. Il demande à ce que la pièce reste vide. Les serviteurs obéissent. Vous vous retrouvez seul avec lui, dans ce silence lourd. Après quelques secondes, il vous parle d'un ton que vous n'avez pas encore entendu. Plus lent, presque intime. Il vous dit que les blessures visibles ne sont pas toujours celles qui font le plus souffrir. Il évoque, sans les nommer, ses anciennes épouses. Certaines qu'il a aimées, d'autres qu'il a tolérées. Il ne prononce pas les mots « trahison » ni « infidélité ». Il parle plutôt de regard, de silence, de soupçon. Vous comprenez qu'il n'a jamais su si certaines vérités lui ont été cachées, si certaines maladies sont venues des corps ou du destin. Il ne le dit pas, mais vous devinez dans ses paroles le poids de ce qu'il a choisi de croire et de ce qu'il a décidé de faire disparaître. Il vous demande alors si vous avez déjà soigné une femme dont la douleur n'existait pas seulement dans le corps. Vous hésitez. Vous pensez à ce que cela représente dans son monde. Vous mesurez les risques, puis vous répondez doucement. La douleur la plus silencieuse est souvent la plus difficile à soulager. Il ferme les yeux quelques secondes. Il semble réfléchir. Puis, avec une lenteur presque calculée, il vous demande « Et si cette douleur devenait un danger, que feriez-vous » Vous comprenez qu'il ne parle plus de médecine. Vous sentez qu'il vous teste, qu'il cherche à savoir si vous seriez capable de garder le silence lorsqu'une vérité pourrait nuire à son image. Vous ne pouvez pas lui dire que vous ne savez pas. Alors vous répondez, calmement, « Je veillerai à ce que la douleur ne devienne pas une arme. » Il rouvre les yeux. Il ne commente pas. Mais son regard semble, pour la première fois, moins méfiant. Puis il dit quelque chose d'inattendu. Il vous demande de voir, le lendemain, l'une des femmes de sa cour. Une dame que beaucoup respectent, mais que certains craignent. Il mentionne brièvement une faiblesse, des malaises, des doutes quant à son état. Il ne précise pas de quel type de douleur il s'agit. Il ajoute simplement « Elle ne doit pas être observée, elle doit être écoutée ». Il ne vous donne pas de nom. Il conclut en disant que vous saurez de qui il parle quand vous la verrez. Il ne vous demande pas votre avis. Il vous confie une mission. Lorsque vous quittez la chambre, votre esprit est plus troublé encore que lorsque vous y êtes entré. Vous avez soigné son corps. Et maintenant, c'est comme s'il vous confiait un fragment de ce que il tente de contenir. Vous comprenez que le roi, malgré son autorité, se sent cerné par des forces qu'il ne maîtrise plus totalement. Et que dans cette lutte silencieuse, vous devenez un témoin et peut-être un outil. Le lendemain, vous êtes conduit dans une aile plus discrète du palais. Un couloir moins fréquenté, aux fenêtres étroites. Une femme vous attend dans un petit salon. Elle est assise, droite, le regard posé sur la cour intérieure. Ses vêtements sont élégants, mais sa posture révèle une tension. Lorsqu'elle se tourne vers vous, vous comprenez qu'elle sait exactement pourquoi vous êtes là. Elle ne vous parle pas comme à un médecin. Elle vous parle comme à un homme qui a compris que le silence protège. Elle évoque brièvement des douleurs, des vertiges. Mais rapidement, ses propos s'éloignent du corps. Elle parle de la peur de montrer sa fatigue, de la nécessité d'être solide, non pas pour elle-même, mais pour ne pas devenir une faille dans la structure du palais. Elle ne mentionne pas directement le roi, mais chaque mot semble tourner vers lui. Elle vous demande si vous comprenez ce que cela renferme. Ne pas avoir le droit d'être faible. Vous répondez sobrement que dans ce palais, même la maladie doit savoir se taire. Elle hoche la tête doucement. Puis, elle vous regarde avec une intensité surprenante. Elle vous dit que si le roi vous a envoyé vers elle, c'est qu'il cherche à comprendre quelque chose sans l'admettre. Elle ajoute que votre présence ici vous place dans une position délicate. Car si vous entendez ce que personne ne doit entendre, vous serez tenu responsable de ce que vous savez. Elle marque une pause. Puis, d'un ton plus calme encore, elle conclut. Dans cette cour, ce n'est pas ce que vous guérissez qui compte. C'est ce que vous ne répétez pas. Vous restez silencieux. Vous comprenez que votre rôle dépasse désormais celui d'un médecin. Vous êtes devenu un confident involontaire, un détenteur d'informations que certains seraient prêts à utiliser ou à étouffer. Vous quittez la pièce avec une certitude nouvelle. Ici, soigner ne signifie pas seulement soulager le corps. Cela signifie protéger ce qui ne doit pas être dévoilé. Et alors que vous regagnez votre chambre, une pensée s'impose à vous, claire comme une évidence.
Dans ce palais, la douleur ne tue pas toujours. Mais la parole mal placée peut le faire en un seul souffle. La journée avance et le palais semble respirer différemment. L'air est plus lourd, comme si une tension invisible s'était déposée sur les murs. Vous regagnez votre petite pièce, le pas mesuré, les pensées chargées. Vous posez vos instruments sur la table, puis vous restez là, immobile, observant les fioles, les herbes et les lames déposées devant vous. Elles sont vos seuls outils. Dans votre monde, elles n'auraient presque aucune place dans une salle de soins. Ici, elles dessinent du sort de ceux que vous approchez. Vous savez que ce soir, vous devrez prendre une décision. Le roi ne se contentera plus d'un bandage propre ou d'une simple compresse apaisante. La douleur persiste. Elle s'accroche à son corps comme une ombre. Et si elle gagne encore du terrain, ce ne sera plus seulement la souffrance qui parlera, mais sa colère. Vous devez agir. Vous devez choisir ce que vous allez lui administrer. Mais vous savez aussi que chaque remède, chaque traitement disponible ici, comporte un risque. Vous prenez une petite feuille de parchemin et écrivez mentalement les options. Il y a le mélange d'herbes que l'apothicaire vous a présenté, censé calmer la fièvre et purifier le sang. Mais vous connaissez certaines de ces plantes. Utilisées en quantité trop élevée, elles fatiguent le cœur. Trop faibles, elles ne feront aucun effet. Il y a aussi une préparation plus forte, contenant une infusion de pavot. Dans votre monde, vous l'utiliseriez pour soulager la douleur, avec prudence. Ici, les dosages ne sont pas précis. Une goutte de trop, et le roi pourrait sombrer dans un sommeil trop profond, peut-être définitif. Vous comprenez que le choix ne se limite pas à un soin. Il s'étend à ce que vous êtes prêt à risquer, et à qui vous êtes prêt à protéger. Un bruit dans le couloir vous sort de vos pensées. Vous ouvrez la porte. Un homme se tient là. Ce n'est pas un serviteur. Ses vêtements sont discrets, presque trop ordinaires pour être ignorés. Il vous remet un petit sachet fermé. Aucun mot n'est prononcé. Puis il s'éloigne sans se retourner. Vous observez le sachet. À l'intérieur, des feuilles sombres, fines, que vous ne reconnaissez pas immédiatement. Un petit papier indique simplement « Pour apaiser vite, en mettre peu, ne pas répéter ». Il n'est signé de personne. Vous comprenez que ce type d'aide ne vient pas de manière innocente. Si vous utilisez ces plantes et que le roi se sent mieux, certains vous soutiendront peut-être. Si l'état empire, on vous accusera seul. Vous observez le mélange. Il sent fort, presque épicé. Vous le rangez sans décider. Vous ne pouvez pas agir sous l'impulsion d'un inconnu. Plus tard, alors que vous traversez le couloir pour rejoindre le roi, vous croisez plusieurs courtisans. Certains vous saluent brièvement, d'autres vous ignorent. Un homme, en revanche, s'approche de vous avec un léger sourire. Son ton est calme, presque trop calme. Il vous demande si vous avez prévu de soulager rapidement le roi. Puis il ajoute, d'un air détaché, que certains à la cour aimeraient que la douleur cesse, mais pas trop vite. Vous le regardez, étonné. Il précise que si le roi récupère trop bien, certains rapports pourraient redevenir plus tendus. Que si la douleur se fait discrète, mais qu'elle subsiste, il resterait plus facilement influençable. Il vous remercie de votre attention et s'éloigne. Vous sentez un frisson vous parcourir. Ce qu'il vous a dit est clair. Certains ne veulent pas la guérison. Ils veulent la dépendance. Ils veulent un roi qui souffre assez pour être malléable, mais pas assez pour être incapable de gouverner. Vous comprenez à cet instant que la douleur du roi est devenue pour certains une forme de pouvoir. Lorsque vous entrez dans sa chambre, Henri VIII est plus agité que la veille. Il respire fort. Son front est humide. Il regarde le feu comme s'il cherchait le sommeil dans les flammes. Lorsque vous approchez, il vous demande, sans détour, « Ce soir, je veux dormir, je veux que cette brûlure cesse, faites-le. » Vous sentez l'urgence dans sa voix. Ce n'est plus une demande, c'est un ordre du corps. Vous sortez vos préparations. Vous décidez de combiner le mélange classique d'herbes avec une très faible dose de pavot, juste assez pour atténuer la douleur sans le plonger dans un sommeil profond. Vous mesurez chaque goutte lentement, avec la plus grande précision possible. Vos mains sont stables. Votre respiration lente. Dans son regard, vous voyez à quel point il attend ce soulagement. Vous lui remettez la préparation. Il la boit d'un geste net, sans grimacer. Puis il ferme les yeux.
Vous observez son visage. Au bout de quelques minutes, sa respiration se ralentit. Ses traits se détendent légèrement. Les muscles de sa mâchoire relâchent une tension accumulée depuis trop longtemps. Les courtisans présents échangent un regard. L'un d'eux semble soulagé, l'autre plus prudent. Vous restez près du roi, attentif à la moindre variation. Au bout d'un moment, il ouvre les yeux. Il ne parle pas. Mais vous sentez que la douleur a reculé, même juste un peu. Il vous regarde longuement. Puis il dit simplement « Cette nuit, je dormirai. » Vous hochez la tête. Il vous fixe encore quelques secondes, comme s'il cherchait à comprendre ce que vous avez réellement fait. Puis il ferme les yeux et son souffle s'apaise. Vous observez, vous attendez, puis vous reculez lentement. Un serviteur vous accompagne hors de la pièce. Il vous demande discrètement si le roi est en sécurité. Vous répondez que son sommeil sera plus calme. Il incline légèrement la tête. Plus tard, alors que vous regagnez vos quartiers, vous entendez deux gardes discuter. Ils ne vous voient si. L'un dit « Il semble souffrir moins ce soir ». L'autre répond « Si cela dure, certains ne seront pas satisfaits ». Vous marquez un temps d'arrêt, puis vous vous éloignez. Vous entrez dans votre chambre. Vous refermez la porte derrière vous, vous posez la main sur votre poitrine, votre cœur bat plus vite que d'habitude. Vous vous asseyez. Vous fermez les yeux. Vous réalisez que ce soir, vous avez fait plus que soulager la douleur d'un homme. Vous avez touché un équilibre fragile. Et alors que la nuit tombe, une pensée s'impose, claire et silencieuse. Dans ce palais, même la guérison peut devenir une menace. La nuit s'écoule, et pour la première fois depuis votre arrivée, vous sentez qu'un silence différent règne dans le palais, plus apaisé, comme si la douleur du roi, enfin, avait relâché un peu son emprise. Le matin se lève lentement, apportant une lumière grise à travers la fenêtre étroite de votre chambre. Vous vous levez avec précaution. Votre corps est fatigué, mais votre esprit reste en alerte. Une pensée vous traverse alors que vous enfilez votre manteau. Le soulagement du roi, aussi léger soit-il, a changé quelque chose. Et ce changement, vous ne savez pas encore s'il vous protégera ou s'il vous exposera davantage. Vous sortez de votre chambre, les couloirs sont plus calmes que d'habitude. Pas de murmures pressants, ni de pas rapides. Vous croisez un garde qui, pour la première fois, incline légèrement la tête en vous voyant. Ce simple geste vous surprend. Vous sentez une forme de reconnaissance. Puis vous croisez un autre homme que vous avez déjà aperçu plusieurs fois aux côtés des conseillers. Il ne vous salue pas. Il vous observe longuement, puis détourne le regard avec une expression crispée. Comme si votre réussite n'était pas exactement celle qu'il espérait. Vous comprenez alors que votre geste de la veille n'a pas seulement eu un effet médical. Il a modifié certaines positions. Vous êtes escorté jusqu'à la salle où le roi prend habituellement son repas. Il est là, assis, le visage encore fatigué mais visiblement moins tendu que la veille. Lorsqu'il vous aperçoit, il pose sa cuillère, vous examine quelques secondes, puis dit simplement « J'ai dormi ». Vous acquiescez doucement. Un silence court suit cette phrase. Puis le roi ajoute, sans lever la voix, « Continuez ». Il ne vous félicite pas, il ne vous remercie pas, mais dans ce palais, parfois un mot court vaut une promesse. Vous vous retirez discrètement. Mais à peine avez-vous franchi la porte que quelqu'un se glisse à vos côtés. C'est l'homme que vous aviez aperçu la veille, celui au sourire calme. Il vous dit à voix basse que le roi ayant passé une meilleure nuit, certaines discussions risquent de changer aujourd'hui. Il vous conseille de rester prudent. Puis, avec un sourire presque imperceptible, il murmure « Vous avez apaisé sa douleur. Vous avez donc apaisé certaines tensions. Mais d'autres pourraient en être. » Vous continuez votre chemin. Quelques minutes plus tard, vous arrivez dans une pièce plus isolée. Là vous attend un homme âgé que vous n'avez encore jamais réellement rencontré. Il se présente comme ancien conseiller médical, ayant autrefois servi un autre membre de la famille royale. Il ne parle pas de la santé du roi. Il parle du rôle que vous occupez. Il vous raconte, d'une voix lente, qu'ici, plusieurs médecins se sont succédés au fil des années. Certains sont partis de leur plein gré, trop épuisés pour continuer. D'autres ont été renvoyés. Mais certains ont disparu sans laisser de traces. Il ne donne pas de détails. Mais il évoque les nuits sans retour,
les chambres silencieuses et les décisions discrètes. Il parle de ceux qui, croyant bien faire, ont pris des initiatives. De ceux qui ont essayé d'échapper aux règles tacites de la cour. Certains ont dit la vérité trop tôt. D'autres l'ont retenue trop longtemps. Aucun n'a été gravement malade. Ils ont simplement cessé d'exister dans les registres. Vous l'écoutez sans l'interrompre. Vous sentez une tension froide se diffuser dans vos membres. Vous comprenez que l'échec ici ne prend pas toujours la forme d'une faute professionnelle. Il peut suffire de déranger un équilibre. L'homme vous dit alors « Soigner le roi, ce n'est pas seulement soulager son corps, c'est accepter d'être lié à lui. Plus sa douleur se réduit, plus sa lucidité revient. Et plus ceux qui se sont habitués à son affaiblissement devront trouver un autre terrain pour exercer leur influence. Vous comprenez ? » Vous hochez la tête. Il poursuit. « Tant que vous lui êtes utile, vous serez protégé. Mais si un jour vous devenez encombrant, vous serez effacé. » Il marque une pause, puis ajoute calmement « Un médecin peut être remplacé. Un témoin gênant, non. » Ces mots restent suspendus dans l'air comme une menace déguisée. Vous comprenez qu'il vous dit, à sa manière, d'être attentif non seulement au corps du roi, mais aussi à l'esprit de ceux qui l'entourent. Vous quittez la pièce avec un sentiment étrange. Vous n'avez pas peur comme la première fois. Vous ressentez quelque chose de plus profond, une conscience nouvelle. Ici, la médecine est un art, mais la survie est une science. Plus tard, en passant près d'un couloir étroit, vous apercevez une tapisserie représentant un roi ancien, couché sur un lit de bataille, entouré de ses médecins. Tous semblent concentrés. Mais un détail attire votre attention. L'un d'eux n'observe pas le patient. Il regarde les hommes autour, comme s'il savait que le danger ne se trouvait pas sur le lit, mais dans les yeux de ceux qui le regardent. Vous restez figé un instant devant cette scène silencieuse. Puis vous reprenez votre marche. Un serviteur vous rejoint et vous informe que le roi souhaite vous voir en fin de journée pour évaluer la réaction au traitement. Vous acquiescez sans hésiter. De retour dans votre chambre, vous préparez à nouveau les remèdes. Vos gestes sont précis, mais cette fois, ils ne sont pas guidés uniquement par la science ou l'instinct. Ils sont guidés par la compréhension qu'ici, chaque goutte déposée dans une coupe, chaque geste restauré, chaque mot dit avec prudence influence bien plus que la douleur d'un seul homme. Vous regardez le coffret royal reçu la veille, vous le refermez avec soin, puis vous vous dites, presque en murmurant, comme une vérité que vous auriez voulu ignorer, « Ici, je ne dois pas seulement réussir à soigner, je dois réussir à rester invisible, jusqu'à ce que mon utilité soit plus forte que ma présence. » Et tandis que la lumière décline, une pensée s'imprime en vous, lente mais certaine. Le plus grand risque pour un médecin à la cour n'est pas l'échec de ses remèdes. C'est le moment où ses soins commencent à déranger ceux qui profitent de la douleur. La lumière décline et le palais change à mesure que l'obscurité s'installe. Les couloirs prennent un ton plus grave, les murmures deviennent plus nombreux, comme si la nuit avait encouragé les langues à se délier. Vous préparez vos instruments pour la visite du soir. Chaque geste est mesuré, réfléchi. Vous observez le flacon de pavot que vous aviez utilisé la veille. Vous décidez de ne pas répéter la dose exacte, préférant ajuster légèrement la formule. Pas assez pour risquer un état trop profond, mais juste assez pour contenir la douleur si elle revient. Vous vous dites que la prudence est devenue votre plus solide allié. Un serviteur arrive, essoufflé, le visage tendu. Il vous dit que le roi vous demande immédiatement. Pas dans ses quartiers habituels, mais dans une salle reculée du palais, un espace privé où il se retire rarement. Vous sentez la tension dans sa voix. Ce n'est pas une convocation ordinaire. Vous prenez votre sac de soins et le suivez. En marchant, vous remarquez plusieurs conseillers réunis au bout d'un couloir. Ils parlent à voix basse. L'un d'eux vous observe passer, sans chercher à le cacher. Son regard est froid, calculateur. Vous sentez qu'ils savent déjà ce qui vous attend. Ou peut-être espèrent-ils que la situation échappe à tout contrôle. Lorsque vous entrez dans la salle, l'atmosphère est différente de tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici. Il y règne une tension presque palpable, comme si l'air lui-même craignait de se déplacer. Henri VIII est assis sur une chaise plus haute que les autres, entouré de 4 hommes. Son visage est pâle, sa respiration est courte, ses mains tremblent légèrement, bien qu'il semble lutter pour les garder immobiles. Vous approchez. Il vous regarde,
ses yeux marqués par la fatigue, mais aussi par quelque chose d'autre, l'attente. Il ne parle pas immédiatement. Puis, d'une voix basse, il vous dit qu'une douleur soudaine s'est intensifiée dans sa jambe, qu'il a senti une chaleur monter dans tout son corps, il s'est réveillé avec l'impression que quelque chose se fissurait à l'intérieur. Il ajoute que si ce que vous avez fait hier doit commencer à réellement fonctionner, c'est maintenant que cela doit se voir. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt, il vous ordonne d'agir. Vous vous agenouillez, lentement, près de sa jambe. Vous retirez le bandage. La plaie, cette fois, semble différente. Moins enflammée, mais une zone plus sombre entoure le centre. Signe que l'infection cherche à se propager sous la peau. Vous sentez une sueur froide descendre le long de votre nuque. Il faut agir vite. Il faut soulager sans provoquer une réaction brutale. Vous faites signe au conseiller de reculer légèrement. L'un d'eux refuse. Il veut voir. Vous comprenez qu'il ne s'intéresse pas aux soins, mais à votre réaction. Vous commencez à nettoyer la plaie. Le roi serre les dents. Sa main se tend vers l'accoudoir. Vous vous concentrez sur votre tâche. Chaque geste calculé, maîtrisé. Vous utilisez une infusion chaude pour assouplir la zone, puis pressez doucement ce qui doit être drainé. Le roi pousse un son, mélange de douleur et de colère. Les hommes autour échangent des regards. Vous sentez qu'ils attendent l'erreur. Vous appliquez ensuite un mélange d'herbes et de vinaigre, prononçant quelques mots sobres pour expliquer que le but est de libérer la fièvre par la surface. Vous ne pouvez pas lui parler de bactéries. Vous ne pouvez pas lui parler d'antisepsie. Vous lui parlez dans la langue de son époque, sans trahir celle de la vôtre. Puis vient le moment de la décision. Vous avez 2 fioles devant vous. La première, utilisée la veille, a permis de soulager. La seconde, celle remise en secret, pourrait agir plus rapidement, ou provoquer un risque. Vous sentez le regard du roi. Il attend que vous choisissiez. Vous sentez aussi les yeux des conseillers. Eux attendent que vous vous trompiez. Lentement, vous posez la fiole inconnue de côté. Vous choisissez la préparation plus sûre. Vous la diluez davantage, ralentissant son action, mais limitant le danger. Vous lui administrez la dose avec précaution. Le roi ferme les yeux. Sa respiration s'apaise légèrement. Vous restez près de lui, observant chaque réaction. Le silence dans la salle est absolu. Aucun des conseillers ne parle. Ils scrutent, pèsent, jugent. Après quelques minutes, le visage du roi semble moins crispé. Il rouvre les yeux. Son regard est plus calme. Il ne sourit pas. Mais ses traits changent. Il dit simplement « Cela me brûle moins ». L'un des hommes réplique que ce n'est peut-être qu'une impression. Le roi lui lance un regard qui suffit à faire taire toute contestation. Puis il ajoute, lentement, sans vous quitter des yeux, « Si cette brûlure ne revient pas demain, nous saurons ». Vous ne demandez pas ce qu'il entend par « savoir ». Vous comprenez? Vous commencez à ranger vos instruments, puis faites une dernière vérification sur la plaie. Le roi vous observe faire, il ne dit rien de plus. Il vous autorise d'un geste à vous retirer. En vous relevant, une douleur traverse votre dos. Vous n'y prêtez pas attention. Vous vous inclinez lentement, puis faites quelques pas vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, le roi dit votre nom. Vous vous retournez. Il vous regarde intensément, son ton plus grave encore. Vous commencez à comprendre ce qu'implique ma guérison. Continuez. Mais si vous devez hésiter, faites-le loin de moi. Vous acquiescez, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Vous traversez le couloir. L'un des conseillers vous suit, mais sans se rapprocher. Il marche derrière vous, silencieux. À un moment, il s'arrête. Il murmure seulement « Vous avez choisi la prudence. Certains auraient préféré le risque. Souvenez-vous que ce choix peut devenir une force ou une faiblesse. » Puis il tourne les talons. Vous regagnez votre chambre. Vous vous laissez tomber sur votre chaise. Vos mains tremblent légèrement. Pas de peur, mais d'épuisement. Vous repensez à ce geste, à cette fiole que vous avez refusée. Vous ne savez pas si c'était le bon choix. Vous avez choisi de prolonger la guérison plutôt que de la brusquer. Vous avez choisi de survivre, ce soir. Une pensée vous traverse alors, lente et claire. Dans un monde où chaque remède peut tuer, ce n'est pas le plus puissant qui sauve. C'est celui que l'on est prêt à assumer. La lumière décline, et le palais change à mesure que l'obscurité s'installe. Les couloirs prennent un ton plus grave. Les murmures deviennent plus nombreux, comme si la nuit avait encouragé les langues à se délier.
Vous préparez vos instruments pour la visite du soir. Chaque geste est mesuré, réfléchi. Vous observez le flacon de pavot que vous aviez utilisé la veille. Vous décidez de ne pas répéter la dose exacte, préférant ajuster légèrement la formule. Pas assez pour risquer un état trop profond, mais juste assez pour contenir la douleur si elle revient. Vous vous dites que la prudence est devenue votre plus solide allié. Un serviteur arrive, essoufflé, le visage tendu. Il vous dit que le roi vous demande immédiatement. Pas dans ses quartiers habituels, mais dans une salle reculée du palais, un espace privé où il se retire rarement. Vous sentez la tension dans sa voix. Ce n'est pas une convocation ordinaire. Vous prenez votre sac de soins et le suivez. En marchant, vous remarquez plusieurs conseillers réunis au bout d'un couloir. Ils parlent à voix basse. L'un d'eux vous observe passer, sans chercher à le cacher. Son regard est froid, calculateur. Vous sentez qu'ils savent déjà ce qui vous attend. Ou peut-être espèrent-ils que la situation échappe à tout contrôle. Lorsque vous entrez dans la salle, l'atmosphère est différente de tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici. Il y règne une tension presque palpable, comme si l'air lui-même craignait de se déplacer. Henri VIII est assis sur une chaise plus haute que les autres, entouré de 4 hommes. Son visage est pâle, sa respiration est courte, ses mains tremblent légèrement, bien qu'il semble lutter pour les garder immobiles. Vous approchez. Il vous regarde, ses yeux marqués par la fatigue, mais aussi par quelque chose d'autre, l'attente. Il ne parle pas immédiatement. Puis, d'une voix basse, il vous dit qu'une douleur soudaine s'est intensifiée dans sa jambe, qu'il a senti une chaleur monter dans tout son corps, il s'est réveillé avec l'impression que quelque chose se fissurait à l'intérieur. Il ajoute que, si ce que vous avez fait hier doit commencer à réellement fonctionner, c'est maintenant que cela doit se voir. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt, il vous ordonne d'agir. Vous vous agenouillez, lentement, près de sa jambe. Vous retirez le bandage. La plaie, cette fois, semble différente. Moins enflammée, mais une zone plus sombre entoure le centre. Signe que l'infection cherche à se propager sous la peau. Vous sentez une sueur froide descendre le long de votre nuque. Il faut agir vite. Il faut soulager sans provoquer une réaction brutale. Vous faites signe aux conseillers de reculer légèrement. L'un d'eux refuse. Il veut voir. Vous comprenez qu'il ne s'intéresse pas aux soins, mais à votre réaction. Vous commencez à nettoyer la plaie. Le roi serre les dents. Sa main se tend vers l'accoudoir. Vous vous concentrez sur votre tâche. Chaque geste calculé, maîtrisé. Vous utilisez une infusion chaude pour assouplir la zone, puis pressez doucement ce qui doit être drainé. Le roi pousse un son, mélange de douleur et de colère. Les hommes autour échangent des regards. Vous sentez qu'ils attendent l'erreur. Vous appliquez ensuite un mélange d'herbes et de vinaigre, prononçant quelques mots sobres pour expliquer que le but est de libérer la fièvre par la surface. Vous ne pouvez pas lui parler de bactéries. Vous ne pouvez pas lui parler d'antisepsie. Vous lui parlez dans la langue de son époque, sans trahir celle de la vôtre. Puis vient le moment de la décision. Vous avez 2 fioles devant vous. La première, utilisée la veille, a permis de soulager. La seconde, celle remise en secret, pourrait agir plus rapidement, ou provoquer un risque. Vous sentez le regard du roi. Il attend que vous choisissiez. Vous sentez aussi les yeux des conseillers. Eux attendent que vous vous trompiez. Lentement, vous posez la fiole inconnue de côté. Vous choisissez la préparation plus sûre. Vous la diluez davantage, ralentissant son action, mais limitant le danger. Vous lui administrez la dose avec précaution. Le roi ferme les yeux. Sa respiration s'apaise légèrement. Vous restez près de lui, observant chaque réaction. Le silence dans la salle est absolu. Aucun des conseillers ne parle. Ils scrutent, pèsent, jugent. Après quelques minutes, le visage du roi semble moins crispé. Il rouvre les yeux. Son regard est plus calme. Il ne sourit pas. Mais ses traits changent. Il dit simplement « Cela me brûle moins ». L'un des hommes réplique que ce n'est peut-être qu'une impression. Le roi lui lance un regard qui suffit à faire taire toute contestation. Puis il ajoute, lentement sans vous quitter des yeux, « Si cette brûlure ne revient pas demain, nous saurons ». Vous ne demandez pas ce qu'il entend par « savoir ». Vous comprenez ? Vous commencez à ranger vos instruments, puis faites une dernière vérification sur la plaie. Le roi vous observe faire, il ne dit rien de plus. Il vous autorise d'un geste à vous retirer.
En vous relevant, une douleur traverse votre dos. Vous n'y prêtez pas attention. Vous vous inclinez lentement, puis faites quelques pas vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, le roi dit votre nom. Vous vous retournez. Il vous regarde intensément, son ton plus grave encore. Vous commencez à comprendre ce qu'implique ma guérison. Continuez. Mais si vous devez hésiter, faites-le loin de moi. Vous acquiescez, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Vous traversez le couloir. L'un des conseillers vous suit, mais sans se rapprocher. Il marche derrière vous, silencieux. À un moment, il s'arrête. Il murmure seulement « Vous avez choisi la prudence. Certains auraient préféré le risque. Souvenez-vous que ce choix peut devenir une force ou une faiblesse. » Puis il tourne les talons. Vous regagnez votre chambre. Vous vous laissez tomber sur votre chaise. Vos mains tremblent légèrement. Pas de peur, mais d'épuisement. Vous repensez à ce geste, à cette fiole que vous avez refusée. Vous ne savez pas si c'était le bon choix. Vous avez choisi de prolonger la guérison plutôt que de la brusquer. Vous avez choisi de survivre, ce soir. Une pensée vous traverse alors, lente et claire. Dans un monde où chaque remède peut tuer, ce n'est pas le plus puissant qui sauve. C'est celui que l'on est prêt à assumer. Le lendemain matin, le palais se réveille avec une atmosphère différente. Une rumeur circule, à voix basse, presque imperceptible. Certains disent que le roi a passé une meilleure nuit. D'autres affirment que sa respiration était plus régulière, que sa jambe semblait moins enflammée. Vous ne confirmez rien. Vous ne démentez pas. Vous avancez avec prudence, conscient que chaque mot prononcé peut désormais être interprété comme une prise de position. Vous marchez vers les appartements royaux. Le couloir semble plus long que les jours précédents. Vous sentez le regard des serviteurs, plus curieux que craintif. Certains détournent les yeux en vous croisant. D'autres observent avec insistance, comme s'ils tentaient de deviner ce que vous avez fait exactement. Vous ne répondez à aucun regard. Vous avancez lentement, les mains posées sur votre sac de soins, le cœur calme, malgré ce que cela représente. Lorsque vous entrez dans la chambre, le roi est déjà réveillé. Il est assis sur le bord du lit, légèrement redressé, ses mains posées sur ses genoux. Il ne semble pas détendu, mais il paraît différent. Moins tendu. Vous remarquez un détail discret. Ses doigts ne tremblent pas. Il vous regarde en silence. Vous vous approchez, toujours avec cette démarche lente, mesurée, comme s'il ne fallait brusquer ni le corps, ni l'esprit. Vous examinez la plaie. La chaleur a reculé. L'inflammation est toujours présente, mais elle semble contenue. Vous sentez même une légère amélioration, trop faible pour le dire à voix haute, mais assez claire pour confirmer votre choix de la veille. Vous relevez doucement les yeux vers lui. Le roi ne demande pas d'explication. Il attend seulement une réaction. Alors vous dites calmement « La fièvre diminue, il faut continuer ». Il acquiesce sans un mot. Puis, contre toute attente, il vous demande de rester un moment. Les autres quittent la pièce. Vous vous retrouvez à nouveau seul avec lui. Il ne parle pas tout de suite. Il observe la fenêtre, la lumière naissante de la matinée. Puis il dit, presque à voix basse, « La douleur m'a accompagné pendant des années. Elle a façonné mes décisions, mes jugements, ma manière de gouverner. Si elle s'éloigne, même un peu, cela change ce que je suis. Et cela change ce que les autres attendent de moi. » Vous ne répondez pas. Vous sentez qu'il ne vous demande pas de conseils. Il partage simplement une vérité qui n'avait jamais trouvé sa place dans les conversations officielles. Il tourne à nouveau la tête vers vous. Son regard est plus lourd encore que les jours précédents. Il vous demande si vous comprenez ce que cela implique. Vous hochez lentement la tête. Il ajoute « Celui qui soulage mon corps touche à mon esprit. Celui qui apaise mon esprit touche à mon pouvoir. Et celui qui touche à mon pouvoir doit être prêt à emporter le poids. » Une pause. Puis il conclut. « Si vous choisissez de continuer, vous ne serez plus seulement médecin. Vous serez lié à moi. Et ce lien n'a pas de retour possible. Vous comprenez que ce qu'il vous propose n'est pas une protection. C'est une responsabilité. Peut-être même une forme de servitude silencieuse. Mais aussi, d'une certaine façon, une chance de survivre, tant que vous ne trahissez pas ce rôle. Vous restez silencieux un long moment. Puis vous répondez d'une voix calme. Je continuerai à veiller à ce que votre douleur ne décide pas à votre place. Il incline légèrement la tête.
Ce n'est pas un accord officiel. C'est une reconnaissance. Et dans ce palais, cela vaut parfois plus que tout serment. Plus tard dans la journée, vous croisez l'homme discret qui vous avait averti quelques jours plus tôt. Il ne vous interroge pas. Il se contente de vous dire que certains ont noté que l'attention du roi S est allégée ce matin. Puis, il ajoute très doucement « Cela en inquiète quelques-uns. Vous avez gagné un répit. Mais ne croyez pas que ce soit une victoire. » Il n'attend pas votre réponse. Il s'éloigne. Dans les jardins, vous retrouvez la femme que vous aviez soignée la veille. Elle ne vous adresse aucun mot cette fois. Elle vous observe seulement. Son regard est moins inquiet, plus profond. Comme si elle comprenait que ce que vous venez de faire dépasse l'acte médical. Elle hoche imperceptiblement la tête, puis se détourne. Vous comprenez que certaines personnes, ici, ne vous jugent plus seulement comme un soigneur, mais comme quelqu'un qui a choisi de marcher sur une ligne invisible. En fin de journée, vous êtes à nouveau convoqué auprès du roi. Il est assis dans la salle où se tiennent habituellement les décisions importantes, mais cette fois sans ses conseillers proches. Il vous demande de vous tenir à ses côtés. Ce n'est pas votre place, vous le savez. Pourtant, il ne tolère aucune objection. Il évoque brièvement les affaires du jour. Tensions avec certains représentants, décisions à confirmer, lettres à rédiger. Il ne parle plus de sa douleur. Comme si, pour aujourd'hui, elle n'était pas un sujet. Il vous regarde et dit « Vous restez ». Vous ne dites rien. Ce n'est que lorsque la salle se vide qu'il se lève avec lenteur. Vous remarquez qu'il s'appuie légèrement sur la table, mais sans grimacer. Il se tourne vers vous. Vous avez vu ce que les autres ne voient pas. Puis, après une pause, il ajoute « Continuez tant que vous pouvez. Un jour peut-être, la douleur reviendra, ou peut-être quelqu'un décidera d'agir avant. Ce jour-là, souvenez-vous, ce n'est pas celui qui agit le plus vite qui survit, c'est celui qui sait quand ne pas bouger. » Il vous regarde longuement. « Ce jour viendra, préparez-vous. » Vous vous inclinez lentement. Vous quittez la pièce. Le couloir est sombre. Le palais semble retenir son souffle, comme si, pour un instant, la pierre elle-même attendait quelque chose. Dans votre chambre, vous vous asseyez face à la table. Vous posez vos mains sur le bois, fatigué. Vous repensez à tout ce que vous avez vu. Au roi, à la douleur, au regard silencieux, aux mots jamais prononcés, mais toujours sous-entendus. Et alors que le crépuscule tombe, vous comprenez enfin la vérité que ce monde vous murmurait depuis le début. Dans ce palais, on ne survit pas en guérissant. On survit en comprenant ce que la guérison change. Vous vous redressez lentement. Vous rangez les fioles, une à une. Vous éteignez la lampe. Puis vous murmurez, seul dans la pénombre, « Je ne suis pas seulement celui qui soigne. Je suis celui qui marche dans les pas de la douleur, en espérant ne jamais la dépasser. » Et dans le silence du soir, une certitude s'installe doucement en vous. Vous êtes désormais lié à la vie du roi. Et tant que ce lien existe, votre destin ne vous appartient plus vraiment.